Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission de radio du web. Alors, ce soir, chers auditeurs, Gérard Vaudan pour vous accompagner et lui-même accompagné de Maurice Gendre. Bonsoir Maurice. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Et avec Maurice, nous avons la chance de recevoir ce soir, enfin remarquez, c'est pas une première sur Méridien Zéro, puisque notre invité est déjà venu au moins 2 reprises, si je ne dis pas de bêtises. Nous accueillons ce soir Patrick Goffman. Patrick, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir Gérard, bonsoir aux éditeurs, et je confirme que je suis venu en courant puisque je suis un invité récurrent. Voilà, chers auditeurs, on va passer une bonne soirée ce soir. C'est bien parti. C'est bien parti. Alors, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, nous allons parler d'une dame, sur Méridien Zéro, ça nous est déjà arrivé de parler de dames importantes dans le monde politico-financier, financiaro-politique, puisque avec l'ami Crampon, nous avions consacré une émission avec Jovanovic à Madame... Ineffable Blaise Masters. Absolument, mon cher Maurice, c'est bien elle. Alors ce soir, nous allons passer à la moulinette, traiter le cas d'une grande dame américaine, non pas grande dans le sens où il faut la respecter forcément, hein, c'est pas comme ça que je l'entendais, mais en tous les cas, une puissante, vous avez raison Maurice, une puissante dame américaine en la personne d'Hillary Clinton. Alors, effectivement, Patrick Goffman est là ce soir parce que en 2008, si je ne m'abuse, mon cher Patrick, c'est ça, hein, vous avez commis un ouvrage qui s'appelle Hillary démasquée par Patrick Goffman aux éditions Pardès. Et ce livre, bien entendu, va nous servir entre autres, à défaut de fil conducteur, en tous les cas de référence, puisque vous aviez réalisé un gros travail de journaliste de terrain, d'investigation pour écrire cet ouvrage. En tous les cas, il nous servira, bien entendu, de référence. Et puis, sur la table, là, bon, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais notre ami Goffman est venu avec un certain nombre d'ouvrages consacrés à cette dame. Alors, on y retrouve... The Truth About Hillary, vous notez cet accent formidable qui me caractérise, n'est-ce pas, d'Édouard Klein. Et nous avons également un autre ouvrage, alors là c'est Hell to Pay, et donc de Barbara Olson. Bon, vous nous en direz quelques mots, bien entendu. Deux oui, Maurice. qui sont très largement cités et mentionnés par Patrick dans Hillary démasquée d'ailleurs. Voilà. Écoutez, mon cher Maurice, j'ai envie de dire, attaquons gentiment. Passons notre invité, finalement, avant de passer Hillary à la moulinette, nous allons passer notre invité à la moulinette. À vous, la première question, mon cher Maurice. Moi, j'ai une question très simple pour Patrick. Comment vous qualifieriez et définiriez en 3 mots Hillary Clinton ? Oui, 3 mots. 3 mots. 4, allez, on est gentil. Sister Frigidaire, c'est son surnom américain, puisque Frigidaire est une marque qui est encore plus connue aux États-Unis qu'en France, où on l'a un peu oublié. Et puis, maybe the bully, la brute. Je reviens un instant, si vous permettez, sur les livres que vous avez cités, et je vais les reciter, parce que s'il y a parmi nos auditeurs quelqu'un qui veut creuser la question, je lui indique que, comme vous avez dit, gentiment, je cite beaucoup ces livres. En fait, je m'appuie sur ces livres parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont même pas soupçonnées en France. Par exemple, qu'elle boursicote, alors qu'elle est boursicotée de façon même extrêmement suspecte, faisant du sang contre 1 pour ses premières spéculations, pour une femme de gauche qui était même d'extrême gauche, qui était même vaguement maoïste, qui a toujours été négrophile et féministe, c'est quand même un peu étrange. Et puis, il y a tout un tas d'autres choses que j'ai découvertes uniquement dans ces livres, et comme vous dites, sur le terrain en effet, c'est-à-dire c'était au cours d'un voyage aux États-Unis, malheureusement pour enterrer mon pauvre vieux papa qui avait choisi cette résidence pour y finir ses jours. Et donc on m'a lâché un quart d'heure dans une grande librairie, Noble pour nommer la chaîne, et je suis tombé dans un recoin de cette immense librairie sur donc, je répète donc pour les auditeurs qui voudraient creuser cette question, The Truth About Hillary par Edward Klein et Hell to Pay
par Barbara Olson. Je les ai achetés. Et donc, dès le voyage en avion, je me suis rendu compte qu'il fallait que je téléphone chez Pardès pour leur proposer un livre que, naturellement, très sagement, on a publié en 2008, ce qui était donc l'élection où elle était ric-rac avec son ami Obama. Qui n'est pas son ami, d'ailleurs. Si. Alors apparemment, là, justement, on citait Édouard Klein, il a sorti un nouveau livre, qui a quelques semaines maintenant, qui s'appelle La guerre des clans, donc qui a été 5 semaines numéro 1 des ventes au New York Times. Et quelques bonnes feuilles ont été publiées par l'Obs il y a quelques jours. Et elle avait quand même cette phrase, donc même s'il y a amitié, on va dire que l'amitié parfois tangue, elle disait « On ne peut pas faire confiance à cet enfoiré ». Voilà, sick. Ah bah vous m'apprenez qu'ils sont brouillés, alors ça me... Alors, Maurice n'a pas dit qu'ils étaient brouillés. Disons que parfois- Elle lui a mis un petit taquet. Un petit taquet, voilà. Cet enfoiré, c'était probablement Son of a Bitch, qui est Voilà. plutôt affectueux comme insulte en général, hein, si j'ai bien conservé mon américain. Disons que là, apparemment, dans le passage... SOB. Voilà, SOB. Le passage qui a été publié par l'Obs donc sur l'ouvrage de Klein, elle explique donc qu'elle allait appuyer avec son époux. C'est Klein ou c'est Obama qu'elle appelle Son of a Bitch? Alors c'est Obama qu'elle appelle Son of a Bitch. J'ai du mal à le croire, excusez-moi de vous faire répéter. Ouais, je vous assure. Parce que Klein, elle est beaucoup plus radicale. Dans mon édition de The Truth About Hillary, il raconte comment elle a purement et simplement interdit aux médias américains de le recevoir. Et que seul CNN, Fox et un troisième larron ont osé lui désobéir. Non, désolé. Ça donne, quand vous parliez d'une femme puissante tout à l'heure, je ne sais pas si vous saviez à quel point vous aviez raison, elle peut interdire aux médias de recevoir quelqu'un. Alors, je vais vous citer quelques passages très brefs de justement de ce qu'elle dit sur Obama. Enfin, ce que Klein rapporte des propos d'Hillary Clinton à propos d'Obama dans un dîner qui a eu lieu à Chappaqua, donc un lieu où elle a une résidence avec son époux, voilà. C'est dans l'État de New York. Elle se retrouve avec des amis à elle, et voilà ce qu'elle leur a déclaré. Obama est devenu la risée du pays avec tous ses scandales. Scandale IRS, l'Internal Revenue Service, le fisc américain, qui prend pour cible le Tea Party, le département de la justice qui saisit les relevés téléphoniques de l'Associated Press, et les emails de James Rosen, un correspondant de Fox News. Comme Nixon, il s'est laissé bouffer par sa haine envers ses ennemis. À l'époque où j'ai travaillé sur le scandale du Watergate, je suis rentré dans la tête de Nixon, alors j'ai compris pourquoi il était si paranoïaque et furieux contre ses ennemis. Bill et moi, alors là c'est là que ça devient cocasse, Bill et moi en avons tiré la leçon, nous n'avons pas cédé à la tentation de taper sur ces fous d'anti-Clinton en nous sabotant par la même occasion. Quand on sait comment le couple Clinton a réagi au moment du Monica Gate, c'est à se plier de rire, mais bon. Voilà, donc elle a quand même des mots assez durs sur lui, et il y en a d'autres, dont ce fameux Son of a Bitch, voilà, qui a été traduit pudiquement par l'Obs par cet enfoiré. Voilà. S'il y avait, donc comme vous disiez, Sister Frigidaire, mais en gros, on a décidé d'organiser cette émission parce qu'on sent qu'elle est plus qu'une candidate putative pour le camp démocrate pour 2016. Elle sait plus que révélé ces derniers mois, ces dernières semaines. Est-ce qu'à votre avis, beaucoup disent qu'elle est même favorite? Sauf si elle se retrouvait face à une autre dynastie de la politique américaine, en l'occurrence un des frangins Bush, Jeb. Voilà. Où là, la partie serait peut-être plus coriace. Alors c'est sûr que si on lui envoie Sarah Palin ou l'autre, là, dont le nom m'échappe maintenant, qui était opposé à Obama en 2008. Oui, alors, pas Mitt Romney, puisqu'apparemment... non, vous savez, le vieux monsieur... 2008, c'est McCain. McCain, voilà. 2012, c'était Romney. Alors apparemment, il ne reprendrait pas Romney, mais son colistier qui était Ryan, qui n'avait pas fait Forte impression et beaucoup de bruit à l'époque. Ouais, c'est terrifiant. Alors moi, je suis très intéressé par ce que vous rapportez là, et donc je vous confirme que ces amis, il y a des supporters hystériques du Washington Post, qui étaient si sévères pour le malheureux Nixon, dont elle ose reparler maintenant, viennent hier exactement, donc de rendre compte du discours qu'elle a fait devant les femmes. J'aimerais bien savoir ce qui se passerait s'il y avait des réunions politiques réservées aux hommes aux États-Unis ou même en France. En tout cas, là, elle a parlé devant des femmes
les hommes étant exclus de cette réunion. Et donc, à cette occasion, le Washington Post, pas plus tard qu'hier, nous dit que c'est le premier qu'elle sort du bois après 2 mois de silence et que c'est sa première intervention publique avant kick-off. Donc elle donne le coup d'envoi, voilà, d'une série d'un calendrier extrêmement chargé qui fait qu'elle est encore plus probable candidate que précédemment. Mais elle pourrait bien ne se déclarer probablement qu'au printemps ou même peut-être en été. Il est vrai que n'importe quel politicien aujourd'hui, même en France, se rend compte, voyez par exemple notre ami, notre idole Sarkozy, c'est il vaut mieux disparaître complètement pendant quelques mois pour laisser les yeux et les oreilles des électeurs se reposer. Je viens de retrouver le fameux passage dont je vous parlais de l'ouvrage de Klein, donc sur la guerre des clans, avec la fameuse citation que j'ai évoquée il y a quelques instants. On ne peut pas faire confiance à cet enfoiré. La façon incroyablement mesquine dont Obama nous a traités, Bill et moi, nous a rendus furieux. Nous avons essayé de conclure un marché avec lui, notre promesse de soutenir sa réélection contre son soutien à ma candidature en 2016. Il a accepté, mais ensuite il est revenu sur son engagement. Sa parole ne vaut pas un clou, ces tensions entre nous sont tout simplement trop difficiles à surmonter. Vous voyez que le problème est quand même grave. Le problème, c'est surtout son hypocrisie, parce que tout à l'heure, après Sister Frigidaire, j'aurais dû penser à Sister Liar, la menteuse, parce que qui veut du soutien d'Obama ? Il suffit de tourner les yeux quelques minutes vers l'actualité américaine pour savoir qu'il est effectivement complètement déconsidéré, pas seulement par elle, mais par la majorité écrasante du peuple américain. Donc, loin de rechercher son soutien, en vérité, quand elle ne ment pas, comme c'est son système, même pathologique, hein, il lui arrive de faire des mensonges qui sont inutiles ou même qui lui sont nuisibles, eh bien la réalité c'est qu'au contraire elle a besoin de s'en démarquer puisqu'il est complètement usé. Ils étaient, en 2008, ils étaient partenaires, et tellement partenaires, et j'étais tellement seul à le dire d'ailleurs que après avoir été invité sur LCI pour présenter mon livre, donc quelques mois avant la présidentielle américaine, j'ai été réinvité, parce que la première fois, j'étais absolument seul à soutenir que le combat Obama contre Clinton était un combat de catch truqué, qu'en fait, ils travaillaient main dans la main, ce qui m'avait valu l'ironie, les moqueries même d'un monsieur Gaspy, qui est un Sorbonnard réputé spécialiste des États-Unis auprès des médias, il n'y a pas besoin d'être vraiment un shampoing. Comme Durper, comme François Durper, comme Nicole Bacharan, ils nous ressortent toujours les mêmes. Ouais, toujours les mêmes.
Oui, ils savent, ils sont sûrs qu'ils vont pas dérailler. Alors il avait levé les yeux et les bras au ciel, il s'était moqué de moi en disant mais non, 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 ils vont s'entretuer, c'est terrible. Et le grand honnête homme, que ça vous plaise ou non, qui est Monsieur Field, quand je lui ai fait remarquer trois mois après que non seulement Madame Clinton, mais les 3/4 de son équipe étaient intégrés dans le gouvernement, le premier gouvernement Obama, m'a dit ah mais oui, vous aviez raison, revenez donc. Et j'ai été réinvité tout seul, sans gaspille. Ce qui m'a permis d'ailleurs de vendre des milliers du livre Hilary démasqué qui est sur la table et qui est encore trouvable sur Internet, parfois à des prix dérisoires. C'était vraiment un succès de librairie, Hilary démasqué. Oui, grâce à LCI, qui a un peu coulé maintenant, mais qui était un énorme média. Je suis passé 2 fois de suite. La première fois pour me faire chambrer par Gaspy, mais Field me défendant par pure gentillesse et me réinvitant un peu après. Donc vous pensez bien que 2 passages sur LCI, un livre sur Hillary Clinton au moment de la présidentielle américaine, on a vendu des milliers, quoi. Ouais, surtout que j'imagine qu'à cette époque-là, il ne devait pas y avoir grand chose sur le marché en français, hein, on s'entend. Alors, même en anglais. Alors, vous me poussez à raconter une histoire qui est quand même très intéressante, très passionnante. J'ai perdu un de ces 2 livres, je sais plus lequel, là, qui sont sur la table, The Truth About Hillary ou le livre de Barbara Olson. J'en ai perdu un des 2 parce qu'évidemment, pendant des mois, je travaillais dessus, je l'ai trimballé partout. J'en ai perdu un. Alors, qu'est-ce que je fais? Tous les Parisiens connaissent l'adresse de Galignani. Celle de Galignani, attendez, je veux pas dire de bêtises. C'est quoi? C'est pas la librairie anglaise rue de... Voilà, alors, non, il y a Brentanos, avenue de l'Opéra, qui a disparu récemment. Galignani, rue de Rivoli. Oui, Smith, rue de Rivoli, voilà, c'est ça, c'est là que je... Et Smith aussi, rue de Rivoli. Et donc, je leur dis, voilà, je voudrais... alors, je pense que ça devait être le bouquin de Klein. Et les 3, à la queue leu, lèvent les bras au ciel en disant, ah ben non, la représentante a fait une petite erreur, donc... on peut vous le commander, mais ça prendra 3 semaines, me dit Brentanos, 1 semaine, me dit Galignani, et 8 semaines, me dit Smith. C'est-à-dire les librairies anglo-américaines de Paris. Alors à cette époque-là, je me suis dit, mais comme c'est intéressant, le livre de Monsieur Bernstein, encore le Washington Post, tout à la gloire d'Hillary. Alors là, il était en pile jusqu'au plafond. Mais les 2 seuls livres à ma connaissance, les preuves à charge. Non seulement on n'en trouvait pas un seul, j'étais détenteur des 2 seuls exemplaires en France, mais si on allait le demander aux librairies anglo-américaines, on vous renvoyait 3 semaines ou 8 semaines plus tard. Alors je suis très loin d'être complotiste. C'est ce que j'allais vous dire, Patrick. Donc vous ne faites pas un peu de complotisme là, mon cher Patrick Goffman? Je pense effectivement qu'il y a complot, en l'occurrence, de la part du Parti démocrate et surtout des médias qui sont, comme vous le savez, au moins à 80% de gauche en France, les libraires, qui sont souvent des libraires, des dames libraires, puisque vous aimez à parler de dames, elles sont de gauche peut-être à 90%, et je pense qu'effectivement, il y avait un complot pour interdire. De même que ces livres étaient interdits sur les médias américains, ils étaient interdits dans les librairies françaises au moment de la campagne, mais vous savez qu'il y a des dizaines de milliers d'électeurs américains en France. Si vous me permettez, c'est vous qui aimez bien les femmes. Vous avez même une théorie là-dessus. Avec de la moutarde. Vous avez écrit un ouvrage sur... C'est quoi? C'est Bat ta femme. Bat ta femme tous les jours. Maurice, c'est ça? Bat ta femme tous les jours. Voilà. Je sais pas s'il faut en parler sur un média, même une petite web radio, parce que rien que le titre tombe sous le coup de la loi. Alors écoutez, vous tomberez avec moi. Hein. J'ai mis les guillemets, moi. Hein. Oui, moi, pareil. Maurice aussi. Courageusement, je mets des guillemets. Voilà, c'est ça. On vous laissera tout seul. C'est un proverbe, bat ta femme tous les jours. Si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. C'est même le seul point sur lequel les Juifs et les Arabes se mettent d'accord. Bon, effectivement. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée d'aller le chercher là-dessus, moi mon cher Maurice. Oui, non, je voulais dire qu'en fait, bon, sa candidature putative, potentielle, mettez tous les adjectifs qualificatifs que vous souhaitez, en fait, remonte déjà il y a une bonne année, on va dire, hein, facile. Quand elle a ouvert son site, Ready for Hillary. Voilà, Ready for Hillary, c'est ce que j'allais parler, qui est devenu quasiment un slogan de campagne désormais, puisqu'elle était partie faire elle cachetonne un peu comme Nicolas Sarkozy devant des différents types de publics où elle donne des conférences
très correctement rémunéré. 300 000 $, la réunion dont je parlais tout à l'heure dans la Silicon Valley. Silicon Valley, voilà. J'ai entendu des 100 000 aussi, 200 000 selon les publics, selon les audiences et selon les... Oui, et 100 000, c'est ce qu'on appelle un prix d'amis, mon cher Maurice. Voilà, 100 000, Mais c'est ce qu'elle appelle un prix d'amis, c'est-à-dire que récemment, elle demandait 100 000, et donc la pauvre université, je crois que c'était Berkeley, lui dit « Ah, vous vous rendez compte, on est une université publique, on est fauché, vous pourriez pas nous faire un prix ?» Et elle leur dit « Mais 100 000, c'est un prix !» Ouais. Voilà, apparemment, son tarif tourne autour de 200 000 $, soit 145 000 €. L'allocution. Pauvre femme. Pauvre femme. Et donc apparemment, j'avais retrouvé un article, donc je crois que c'était de Millot, une portraitiste de Libé, je crois, qui lui avait tiré le portrait, où elle explique, donc qu'elle donne une conférence devant des employés des bénévoles de EP, Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters, un étonnant réseau de formation des parents, les plus souvent noirs ou latinos, parce qu'ils préparent leurs jeunes enfants à l'entrée en primaire. Et elle commence, vous êtes splendide, bon évidemment, c'est passage obligé, commence-t-elle énumérant les succès de Hippie. Black is beautiful. Black is beautiful. Dans son discours prononcé sans prompteur, formidable, en regardant à peine ses notes, elle fait défiler un grand-père ému aux larmes quand son petit-fils reconnaît pour la première fois un triangle, ou un jeune étudiant qui remercie Hippie pour son diplôme d'université. Vous voyez, en fait, elle passe devant tout un tas de publics, et évidemment, elle va essayer de retrouver l'électorat qui avait été celui d'Obama en 2008 et également celui de Bill en 92 quand il est arrivé. Alors, par contre, cette petite dame-là, qui est présidentiable, on va dire, aujourd'hui, elle n'est pas arrivée là comme ça. D'abord, elle n'est pas toute jeune non plus. Cela étant, je la trouve... En 1947, je laisse les auditeurs faire le calcul. En tous les cas, je trouve très jolie sur la photo de Hell to Pay. Un peu moins sur le vôtre déjà, hein. Oui, Vous l'avez un peu soigné. Ouais. Écoutez, vous intéressez à l'éditeur Pardès, il a quand même craché 350 € pour avoir cette photo Associated Press où elle est effectivement un petit peu fripée. C'était juste avant la campagne électorale et les injections de Botox dans le museau qui vont avec. Bon, alors tout ça pour revenir à ma question, c'est comment elle en est arrivée là, cette petite dame quand même ? Eh bien, j'ai la réponse. Donc, c'est donc une excellente question. Je raconte dans mon chef-d'œuvre, Il a ri démasqué, qu'elle est née. Vous avez raison. Il faut se modestie, il faut y aller. Oui, qu'on trouve à un prix dérisoire sur Internet. Alors, écoutez, ça me rapporte rien. Alors, je peux le dire quand même. Allez-y. Elle est née vraiment avec un pied de chaque côté de la rivière, puisque elle est née dans un quartier républicain assez riche qui s'appelle Park Ridge, à Chicago, tiens, comme Obama. Mais ses parents, tous les deux, étaient des rescapés d'une enfance vraiment très très pauvre, comme on en voit qu'en Amérique. Ils étaient vraiment très misérables et donc très durs l'un et l'autre. C'est sa mère, quand elle a 4 ans, qui lui dit si Betsy te frappe, tu as ma permission pour lui rendre les coups parce qu'il n'y a pas de place pour les trouillards dans cette maison. Et son père, c'était encore mieux, puisque c'était un ancien sergent la terreur de la marine américaine et que elle pouvait... les seules notes qu'il tolérait, c'était 20, et encore, il les tolérait de justesse. Donc A dans le système américain, A, B, C, D, E. Il les tolérait de justesse parce que à chaque fois qu'elle lui rapportait un A, il disait cette école doit être vraiment nulle pour noter si bien une conne. Enfin, non, je pense pas qu'il était grossier, j'en sais rien. Mais enfin, pour noter une fille comme toi aussi bien. Donc, elle ne sautait jamais à soir. Il y a des gens, des filles en particulier, qui sont brisées par une pareille parentèle. Mais elle, ça lui a, non seulement ça n'a pas brisé, mais ça l'a vraiment beaucoup endurci. Et ça lui a conféré une ambition dont, à près de 70 ans maintenant, elle n'est pas rassasiée, alors que sa mère survit, je crois, mais son père est mort depuis longtemps. Mais 93. Ouais. 93, son père, et 2011, sa mère. Ouais. Son père est mort. Ouais, en 1993. Oui. Et, oui. Et 2011, sa mère. Ouais. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que sa mère, donc je crois qu'elle s'appelait Dorothy Howell, était une démocrate. Et le père, lui, donc, la description, finalement, on en déduit assez facilement, était un républicain conservateur. Voilà. Ça, c'était simple à deviner. Ouais. Et justement, d'ailleurs, ces parents qui sont tous les deux issus d'un milieu politique assez divergent, ça va aussi avoir une influence par la suite sur son parcours. Et même sur son évolution.
Ah, il y a des anecdotes qui montrent cette ambition dévorante qui la ronge pendant toute sa vie. C'est, par exemple, quand elle écrit à la NASA pour être la première femme dans l'espace. Femme astronaute. Voilà, et qu'on l'envoie péter parce qu'à l'époque, il n'y a pas de femme. Alors que chez les soviétiques, justement, il y avait des femmes cosmonautes, ce qui la rendra encore plus dingue. Valentina Tereshkova est la première femme dans l'espace à une époque où ça n'existe pas. Alors, naturellement, William Clinton va dépenser des millions de dollars pour les former. Un peu plus tard, elle a déjà plus de 30 ans, elle se porte candidate pour les US Marines. Alors qu'elle peut pas trouver ses clés sans ses lunettes, qu'elle a déjà un cul de plomb, et il l'envoie promener, comme elle n'est encore que la première dame de l'Arkansas, il l'envoie promener, à nouveau, elle est furieuse. Et donc, elle a toujours été dévorée d'ambition, et c'est pathologique, à mon humble avis. Alors, c'est pathologique, mais dévoré d'ambition, c'est bien, mais derrière, comment ça se passe? Alors, on peut parler de sa carrière politique, peut-être? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que la première, finalement, véritable expérience qu'elle a, je crois que c'est en 64, elle a 17 ans, et elle s'investit... Maurice, je vous coupe, mais une première expérience à 17 ans, c'est correct, hein? Oui, c'est très correct, vous avez raison. Et elle s'investit donc dans la campagne de Barry Goldwater. Donc qui est pas connu pour être d'un progressisme. C'était un républicain. Voilà, qui est pas connu pour être d'un progressisme forcené. C'est curieux, j'ai jamais trouvé cette histoire. Apparemment, ouais, elle aurait. Alors, c'est à mettre au conditionnel. Hein, elle aurait participé donc de façon. À Chicago avec son père. De façon plus ou moins active donc à la campagne de Goldwater. Vos sources, Maurice, d'où ça sort, ça? Alors, j'avais trouvé ça sur un site internet, il faudrait que je retrouve. Et si je retrouve ça, je mets... D'autant qu'il bluffe le spécialiste ou prétendu spécialiste. Non, mais c'est ça, d'où ma question, vos sources, Maurice! Si je le retrouve, je mettrai le lien, évidemment, sous MZ. Il n'y a pas de souci. Ce que je sais, et ce que j'écris, c'est qu'elle est encore républicaine comme papa quand elle quitte Washington pour la côte Est et l'université... ouvertement homosexuel de Wellesley. De Wellesley. Ouais, le Wellesley College, oui, qui est un certain nombre de féministes forcenés autour d'elle, d'ailleurs, qui vont... Ah non, mais c'est presque l'unanimité, c'est-à-dire qu'au bal annuel, vous connaissez cette habitude américaine, même dans les lycées, il y a un bal annuel, les hommes n'étaient pas tolérés. C'est-à-dire que les anciennes se déguisaient en hommes, et les premières années venaient d'arriver en robe. Il y avait, à une époque où 90% des Américaines étaient mariées, il y avait une seule prof sur 450 qui était mariée. Et on parlait des Wellesley marriage pour parler d'une relation homosexuelle. C'est extraordinaire. Et elle se fait d'ailleurs des amis homosexuels, mais ce qui est extraordinaire, vraiment très surprenant, très caractéristique et assez unique, c'est que pour elle, le lesbianisme, c'est une position politique. Ah, c'est une position politique. Ce qui est pratique parce que ça lui permet de s'associer, elle qui est féministe, lesbienne en théorie et de gauche, ça lui permet de s'associer avec un Don Juan qui va la bafouer, non pas une fois tous les 10 ans, non pas qui va pas attendre l'affaire Monica pour la bafouer, mais qui va, dès leur rencontre à l'université de droit de Yale, la bafouer 4 fois par jour. Ouais, il a la niaque, Bill, 4 fois par jour, c'est correct ça aussi, non? C'était... Dans mon souvenir d'ailleurs, Patrick, vous racontez des anecdotes avec le Secret Service qui est obligé d'assurer la protection de Bill dans des hôtels où ils sont obligés de faire le... Alors, c'est pas en Arkansas, c'est pas le Secret Service, c'est les State Troopers. Ah oui, ça c'était quand ils sont. Ils le protègent virtuellement au cas où il arrive, ses copines feraient une descente avec une hache, mais en attendant la descente, ils lui rabattent des filles par dizaines. C'est un malade, y compris d'après nos critères à nous. Et alors c'est là que je m'interroge sur le féminisme américain, parce que elles ont brisé la carrière de Mike Tyson, parce qu'il s'était permis d'emmener il était membre du jury de Miss Black America, il s'était permis d'emmener une candidate dans sa chambre. Il y a des images qui les montrent la main dans la main montant dans la chambre de Tyson, et il n'avait pas joué aux cartes avec elle. Et elles ont brisé... C'était un Novotel? Non, bon, c'est bon. Elles ont brisé... Un Sofitel. Peut-être bien. Elles ont brisé sa carrière pour ça. En l'envoyant... C'est-à-dire qu'une juge femelle l'a envoyé 10 ans en prison pour ça, alors que la fille était consentante. Mais le womanizing, l'obsession sexuelle de Clinton, ça les a jamais préoccupés. C'est quand même étrange.
certains pourraient soupçonner que le féminisme américain en premier lieu et ces misérables imitatrices françaises ou occidentales ne soient qu'un instrument politique. Et ça expliquerait d'ailleurs pourquoi elles ne sont que quelques dizaines et toutes payées pour cette sale besogne. Si vous rencontrez une véritable féministe bénévole, montrez-la moi, parce que moi je veux la prendre en photo et l'interviewer d'urgence. Je n'en ai jamais vu. Quand on parle de féminisme avec une femme normale, elle éclate de rire au bout d'une minute ou deux, il me semble. Oui, c'est certain, oui. Et justement, comment vous définiriez aujourd'hui la relation entre Bill Clinton et sa femme ? Alors Klein dit très spirituellement que c'était passé longtemps pour un convenience, mariage de raison. Un mariage de convenance. Non, pas de raison, de convenance. C'est-à-dire qu'il y a une association politique entre deux arrivistes forcenés. Quoi. Voilà, et tellement politique et tellement intéressé comme arrangement qu'une soi-disant féministe se colle avec un obsédé sexuel, avec un don Juan, c'est quand même extraordinaire. Et Klein ajoute, mais depuis quelque temps, ça commence à avoir l'air d'un inconvenience marriage, c'est un mariage d'inconvenance et fort peu pratique. Et moi, je vous dis que elle va peut-être attendre au-delà de l'été 2015 pour se déclarer candidate à la présidence, parce que notre ami Clinton, à force de tirer sur la ficelle, il est maintenant dans des gros ennuis. On l'a vu il y a quelques semaines en photo avec une bimbo défraîchie, absolument atroce dans les bras. Alors on sursaute parce qu'on dit « Ah bon, je croyais qu'il niait, freinait systématiquement ces dizaines et ces centaines de liaisons, et maintenant il s'exhibe avec une bimbo, comme c'est curieux. » Alors on gratte un peu, et on découvre que son meilleur ami, Monsieur Epstein, est en procès actuellement pour viol de mineurs. Alors c'est très embêtant parce que ces viols de mineurs, je parle trop fort, il me semble. Un petit peu, mais c'est... Allez-y. Je m'échauffe sans m'en rendre compte. Ces viols de mineurs... Le Epstein en question, ce n'est pas l'homme d'ailleurs qui est en contact avec un membre de la famille royale d'Angleterre qui est aussi soupçonné ? Ah oui, en effet. C'est oui, ça, oui. je crois. Hein. Voilà. Il y a une connexion entre les Mais deux ce qui est affaires. embêtant, c'est que ces ignominies se passaient sur une île privée au large de la Californie, où Monsieur Clinton allait régulièrement, alors jusqu'à maintenant, c'est ce que j'écris moi-même dans mon chef-d'œuvre, avec un troupeau de mannequins du calibre Victoria's Secret, qui est quand même ce qu'il y a de mieux aux États-Unis. Quand on pense que mon idole Rosie Huntington Whiteley a travaillé des années pour Victoria's Secret, on se rend compte quand même que c'est le top. Et donc le bruit, c'était que donc il était 25 jours par an par Mont et par Vaux, dont une semaine sur l'île de Monsieur Epstein avec des mannequins Victoria's Secret. Et puis, quand il revenait à Chappaqua, près de New York, il passait la semaine, donc la 4e semaine, dans le lit d'une divorcée, paraît-il, sensationnelle de 40 ans, mais enfin, pas une nuit chez lui. Alors, jusqu'à maintenant, c'est très drôle, d'ailleurs, vous riez. Beaucoup d'Américains, à force d'avoir été tannés avec ces histoires dont on a voulu faire un scandale, ont fini par en sourire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'en est sorti de l'affaire Monica Lewinsky. Mais s'il s'agit de viol de mineurs, sachant par ailleurs, ça vient d'exploser comme par hasard au même moment, à la télévision française, il y a une semaine ou deux, 300 000 esclaves sexuels mineurs aux États-Unis. Donc si on rapproche tout ça, je vois mal comment Madame Clinton va se faire élire, aussi mauvais que soit le candidat républicain. Parce que là, vraiment, ça commence à se sentir très mauvais. En tout cas, ça explique pourquoi il s'exhibe avec des bimbos, parce que là, évidemment, c'est quand même moins grave que de violer des petites filles. Oui, c'est certain. Oui, d'ailleurs, c'est toujours dans l'article de Klein, là, l'extrait, le fameux extrait que je vous lisais tout à l'heure. Donc c'est toujours Klein qui s'exprime. Bill était parti pour l'une de ses mystérieuses tournées. c'est dit joliment, pudiquement. Hollywood avec Charlie Theron à une soirée organisée par GLAAD, une association de défense des droits des gays et lesbiennes, on y revient, hein. Apparemment c'est une obsession pour ce couple. Le Pérou avec Scarlett Johansson, bon au moins on voit qu'il sait bien s'entourer, quoi. Madrid pour passer quelques jours avec le roi d'Espagne Juan Carlos, ancien playboy. Londres pour rencontrer Elton John et son époux David Furnish, bon là on va éviter d'imaginer. Et Vienne avec ses nouvelles, pardonnez-moi, meilleures amies, Eva Longoria et Carmen Electra, pour un gala de bienfaisance au profit de la lutte contre le sida. Bon.
Comme c'est beau. J'en ai la larme à l'œil. Également. Mais voilà, en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a, au-delà même des affaires, donc, de l'affaire Epstein et donc ces soupçons autour de viol de mineurs, c'est qu'il y a également des affaires de viol, là sur adultes, qui ont toujours plané au-dessus de la tête de Bill Clinton. Ouais. Notamment une affaire, si j'ai bonne mémoire, mais dont le nom m'échappe. Et bon, qui a à peu près éclaté à la même époque que l'affaire Monica, mais en fait l'affaire Monica l'avait pratiquement effacée. L'affaire Paula Jones, peut-être. Alors, il y a eu l'affaire Paula Jones. Jennifer Flowers. Voilà, je crois que c'est celle-ci, ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, puisque... Alors, Jennifer Flowers, elle, c'est un cas particulier parce qu'il l'a violée pendant une quinzaine d'années, quand même. Oh. Donc, je veux dire, peut-être qu'à la fin, non, mais je veux dire que, non, Jennifer Flowers, elle faisait partie de son harem, c'était une permanente du harem, et elle n'était pas violée, ou peut-être qu'il l'a violée au début, j'en sais rien, j'étais pas sous le lit, ni à côté, mais, elle a fini par râler parce qu'il l'avait balancée un peu brutalement, mais elle était volontaire et consentante dans son harem, comme des dizaines d'autres. Bah alors, c'est pas un viol. Non. Alors, il en a violé d'autres, en tout cas, il y en a d'autres qui l'ont accusé de viol, mais plusieurs autres. Et est-ce qu'il a été condamné? Ah non, Non, jamais. 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 Bon, alors, on est surveillés, on met tout ça au conditionnel, les gars, quand même. Déconnez pas, là, on va avoir des emmerdes, hein. Bien sûr. Mais j'ai bien dit qu'il avait été accusé de viol par ces dames. Des soupçons planent, voilà. Voilà. Ouais. Et là, évidemment, Instant tout évasif. le monde comprend bien que s'il tient des bimbos un peu défraîchis dans ses bras, c'est impossible qu'il en soit arrivé à violer des enfants. Mais moi, je crois qu'un mec qui est pathologique à ce point-là, je pense, c'était une théorie de Serge de Beckett, je pense qu'il lui en faut toujours plus. Et je serais pas étonné qu'après s'être envoyé probablement plusieurs milliers, mais comme Don Juan, en mille et traits, de nanas, même si c'est comment s'appelle-t-elle, Scarlett O'Hara, j'ai failli dire Scarlett Johansson, il finit par chercher quelque chose de plus poivré. Moi, je ne serais pas étonné qu'il soit éclaboussé, si j'ose ainsi m'exprimer, par l'affaire Epstein. Parce que Epstein n'est pas simplement soupçonné, il est accusé maintenant, il a un procès en cours, hein, et c'est son meilleur ami quand même, et il était depuis des 15 ans toujours fourré dans son île privée. Hormis Bill Clinton, quels vont être les obstacles pour Hillary pour accéder à la Maison-Blanche? Eh bien, certainement, d'abord son âge. Hein. Alors, moi, je suis presque aussi vieux qu'elle, alors j'ai quand même le droit de le dire. Moi, je me présente vraiment à rien et nulle part, et ça ne me viendrait pas à l'esprit. Hein. Je vois ma force de travail a considérablement décru. Je n'irai pas me présenter à quoi que ce soit, mais moi, je ne suis pas un ambitieux pathologique. Alors, c'est un obstacle. Déjà, donc, l'aspect physique qui vient avec 70 ans. Alors, le botox, tout ça, c'est bien joli. L'odontologie demandait donc à Ségolène. Mais au bout d'un moment, après, autour de 70 ans, ça finit, après avoir payé, ça finit par se payer. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rebond qui est catastrophique. En dehors de ça, Sur sa politique, je pensais plus exactement. Sur ses choix politiques, est-ce qu'il y a certains qui vont peser en sa défaveur ou... Alors, moi, la question de départ, c'est qu'est-ce qu'elle nous propose, cette petite dame, politiquement? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Hillary Clinton, ça représente quoi? Et ça défend quoi? Alors, et il faut comprendre que, comme en France, l'élection américaine se gagne au centre. Et donc, elle a mis énormément d'eau dans son vin rouge. Hein. Au départ, elle est protestante du genre... Méthodiste, elle est méthodiste. Voilà, du genre extrême gauche. C'est-à-dire que son curé, enfin son pasteur lui fait visiter les pauvres quartiers, c'est-à-dire les quartiers noirs de Washington Sud, hein, très loin des lacs. Mais elle, pour être élue en l'an 2000 sénatrice de New York,
où elle n'avait pratiquement jamais mis les pieds auparavant, elle a dû mettre beaucoup d'eau dans son vin. Donc Klein, d'ailleurs, raconte, et je l'ai recopié dans mon chef-d'œuvre, que des femmes qui étaient partisans d'une sécurité sociale spéciale pour les enfants viennent lui demander de faire du lobbying, etc. Elle les envoie paître avec une brutalité extrême. Elle s'est recentrée. Par exemple, la politique de Bush en Irak, il ne faut pas s'imaginer qu'elle couinait dans son coin. Non, elle a complètement encouragé. Voilà, que c'était pas gentil de tuer 600 000 enfants, comme 600 000 enfants irakiens ont été tués par manque de médicaments, par manque de ravitaillement, tout ça par le blocus américain. Non seulement elle n'a pas jamais dit un mot là contre, mais elle l'a encouragé publiquement. Elle a même essayé de dépasser Bush dans sa rhétorique bouchère devant le Council for Foreign Relations, qui est une espèce de think tank. Gouvernement de l'ombre. Voilà. Donc, elle est partie légèrement à droite. Alors, peut-être trop. Comment elle peut se recentrer pendant le cours de la campagne? Faisons-lui confiance. Pour ce qui est du baratin, elle est là. Elle est prête à n'importe quel mensonge. Mais enfin, elle commence à avoir une quantité de casseroles extraordinaire, parce qu'elle tape sur Obama maintenant, après lui avoir été associé, après avoir fait partie de son gouvernement pendant 6 ans, si j'ai bien compté, ministre des Affaires étrangères. Alors maintenant, elle tape dessus. Et elle s'arrange pour que ça transpire. Je ne pense pas que Klein soit si malin, qu'il écoutait aux portes ou qu'il était sous la table. Elle tape dessus, mais elle l'a suivi. Elle a été membre de son gouvernement pendant des années et des années. 4 ans, les 4 ans du premier mandat. Ouais. Pendant les 4 ans du premier mandat, oui, c'est ça. Elle n'a pas continué 2 ans après, il me semblait que Kerry... Kerry est arrivé un peu après, ouais. En matière de politique étrangère, ce qui est à signaler aussi, il y a quelques mois, au moment de l'opération bordure protectrice des Israéliens sur Gaza, évidemment, elle a été d'un soutien total et inconditionnel à Israël. Elle a soutenu Tel Aviv totalement. Pour elle, la faute incombait uniquement au Hamas. Et elle a reproché également à Obama son indécision dans l'affaire syrienne. En gros, elle nous sortait encore le fameux baratin autour de la résistance modérée à Bachar el-Assad qu'il aurait fallu soutenir et que finalement les djihadistes n'ont fait que combler un vide et c'est pour ça qu'on se retrouve face à eux aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc elle est totalement compatible avec la doxa ambiante en matière de politique étrangère à Washington, c'est-à-dire une sioniste fanatique, et favorable finalement à un redécoupage du Moyen-Orient, à la thèse du chaos créatif, du World Wap Chaos, dont on a déjà parlé ici avec la Mika. Voilà, donc elle est sur ce plan-là, comme sur bien d'autres, totalement dans la ligne et dans le discours dominant à Washington, enfin, et dans l'establishment américain. Très bien. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous propose, et chers auditeurs, à moins que Patrick veuille rebondir, non, on va faire notre première pause musicale. Je vous dis à tout de suite.
Alors, chers auditeurs, de retour sur Méridien Zéro, un spécial Hillary Clinton avec notre ami Patrick Goffman. Mon cher Maurice, vous nous disiez... qu'est-ce que vous nous disiez pendant la musique d'ailleurs? Dites donc, là, je pense à ça, j'ai un vieux trou de mémoire de la mort qui tue, là. Oui, sur les candidats, ses adversaires potentiels au sein du. Ah oui, du parti alors, LAN. au sein du Parti démocrate, elle n'a pas que des copains, cette petite dame. Et donc, qui sont ses ennemis de l'intérieur? Disons que celui qui pourrait lui poser le plus de soucis, c'est Biden. Mais Biden a un gros problème, c'est qu'il va avoir 74 ans en 2016. Ce qui est très âgé, en fait, pour la politique américaine. En plus, il sera comptable des années Obama, comme il a été vice-président. Donc, effectivement, c'est un vrai poids lourd. C'est quelqu'un qui... Mais ce sera un faire-valoir, puisqu'il est encore plus vieux qu'elle. Elle Voilà. aurait l'air jeune à côté de lui sur les tribunes. Voilà. Mais, effectivement, si elle devait avoir quand même des difficultés et rencontrer des obstacles, à mon avis, ça viendrait plutôt de lui. Parce que les autres candidats au sein du Parti démocrate, qui sont des gens qui sont loin d'être inintéressants d'ailleurs, et c'est justement pour ça qu'ils n'ont pratiquement aucune chance. À quel niveau, Maurice? Je pense qu'il y a une candidate qui est à moitié déclarée, c'est Elizabeth Warren, qui est une sénatrice. Et elle, notamment, elle est très active autour, enfin plutôt contre, le traité transatlantique, par exemple. Donc c'est-à-dire que même nous, de l'autre côté des rives de l'Atlantique, c'est exactement le genre de candidature qu'on peut regarder avec intérêt. Mais bon, voilà, c'est des candidats qui n'ont pas vraiment d'appareil derrière eux. L'oligarchie ne les soutient pas réellement. Enfin, en plus, vous imaginez, une candidate opposée au traité transatlantique, elle a très très peu de chance, pour ne pas dire aucune. Après, il y a un autre personnage qui s'appelle Cuomo, qui est qui est gouverneur de l'État de New York, si je ne dis pas de bêtises. Et il est issu d'une longue lignée d'hommes politiques là-bas, les Cuomo. Parce qu'il y a beaucoup de dynasties là-bas aussi, hein, entre les Kennedy, les Clinton, les Bush, les Cuomo, les Pelosi. Il y en a qu'on retrouve sur des générations. Qui est un homme, je crois, qui a été secrétaire d'État au logement, si je ne dis pas de bêtises, durant le premier mandat Clinton. C'est un spécialiste du logement social. Donc voilà, il y a cette candidature-là. Et la troisième que j'avais notée, c'est Martin O'Malley, c'est le maire de Baltimore, qui s'est un peu inspiré des méthodes de Giuliani, donc l'ancien maire de New York, avant Bloomberg, qui était un républicain. Et ils se vantent donc de résultats très probants en matière de lutte contre la délinquance, la criminalité. Enfin voilà, il est extrêmement bien vu de ses administrés. Et bon, aucun de ces trois-là en fait ne pèse suffisamment pour barrer la route d'Hillary vers la candidature démocrate. Le seul finalement qui a suffisamment de poids au sein de l'establishment US pour peut-être lui poser des soucis, c'est Biden. Voilà. Giuliani, moi je me souviens très bien qu'en 2008, comme par hasard, il s'est fait porter pâle. Il n'a pas voulu l'affronter. Et je pense que n'importe qui d'autre... Oui, pour le poste de sénatrice de New York, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, elle s'était retrouvée face à un jeune loup, Rick Ladio. Ladio qui avait fait gaffe sur gaffe. Le mec, il n'avait pas 14 ans, mais enfin tout juste. Et il l'a secoué comme un prunier devant les télévisions. Alors naturellement, aux États-Unis... féminisme. Il est passé pour un goujat. Il a passé pour une brute et il l'a aidé à être élu avec 55% des voix. Mais Giuliani, naturellement, il s'est fait porter pâle. Il a carrément prétendu être malade pour se dégonfler. Ouais, moi, j'ai une question quand même, parce que qu'est-ce qui fait que c'est... Finalement, juste, on en reviendra peut-être après. Excuse-moi, je te coupe un instant, Gérard. La course, finalement, est beaucoup plus ouverte côté républicain. On en dira un mot, mais... C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si Giuliani et d'autres en ont peur, c'est qu'elle les tient d'abord financièrement. Il ne faut pas croire que c'est juste une salope et une idiote dévorée d'ambition. Non, non, c'est quelqu'un de brillantissime. C'est quelqu'un... c'est un cas pathologique, mais d'autre part, elle travaille dur, elle est extrêmement intelligente. Et cette intelligence lui a permis de mettre la main, de prendre le contrôle État après État, de toutes les instances du Parti démocrate, en particulier dans les réunions, les opérations de levée de fonds, où elle a supplanté même son mari. Et donc, la plupart, la majorité écrasante des bonzes du Parti démocrate dépendent d'elle financièrement et dépendent d'elle matériellement.
ils dépendent tous d'elle d'une manière ou d'une autre. Et même dans le cas, par exemple, de Howard Dean, qui était candidat en 2004, elle l'a viré d'une pichenette, tout simplement parce que c'était justement un des seuls qui ne dépendait pas d'elle financièrement. Ce qui prouve qu'il n'y a pas que la dépendance financière, une pichenette, et il a été écarté alors qu'il était devant Kerry dans les sondages. Donc elle a une emprise sur le parti, telle qu'effectivement, vous avez raison, à mon avis, ses concurrents démocrates ne pèsent pas lourd. C'était en fait ma question, effectivement, Patrick, qui était la suivante. C'est-à-dire que comment cette femme peut être autant crainte. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me vient immédiatement à l'idée. Maurice, vous devez forcément connaître cette série. Pour moi, c'est House of Cards, House of Cards, avec Kevin Spacey. Et quand on évoque une personnalité comme Hillary Clinton, enfin telle que vous la décrivez, telle que vous la présentez, ce que vous nous livrez là, Maurice et Patrick, comme élément d'information et de réflexion, finalement, voilà, ça m'amène à me projeter sur comment il s'appelle, Frank, je ne sais plus. Frank Underwood. Frank Underwood. Oh, quoique, ça serait plutôt sa femme d'ailleurs quand on y pense. C'est vrai. Alors justement, je pense que les auditeurs vont faire un rapprochement encore un peu plus net avec cette série quand on va demander à Patrick d'aborder les cas Foster et le Whitewater. C'est assez peu connu en France, mais c'est des affaires extrêmement emblématiques et révélatrices du cas Clinton, et surtout sur sa dangerosité manifeste. On peut peut-être dire un mot sur House of Cards, parce que c'est vraiment le parallèle est vraiment intéressant. Je ne dois pas être le seul à ne pas savoir du tout de quoi vous parlez. Alors justement, mon cher Patrick, c'est quand j'ai vu votre tête, je me suis dit, je pense que Patrick Goffman ne connaît pas House of Cards. Vous savez qu'on est quand même 3 millions à nous passer de télévision en France, hein, et on survit assez bien. Internet. Oui, c'est ça. Internet. Alors, Maurice, un petit mot sur House of Cards ? Comment la résumer ? C'est une série produite par Fincher, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Fincher qui a la manette. Il a réalisé plusieurs épisodes. Mais il n'est pas le seul d'ailleurs. Alors je crois que c'est produit, House of Cards, par Netflix. Si je dis pas de bêtises. Fincher, je crois, qui est à l'origine du projet, si je ne me trompe pas. Et donc les deux personnages principaux que sont Spacey et son épouse donc dans la série Robin Wright Penn. Donc on voit toutes les manigances, les magouilles, les meurtres. Les meurtres. Les influences réalisées par ce couple pour accéder à la Maison Blanche et au bureau ovale. Voilà. Et c'est plein de rebondissements, c'est superbement interprété, c'est d'un cynisme, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est ça. Alors ça porte un nom aussi, puisque ce type de série, enfin en tous les cas la façon dont c'est filmé, puisque le héros régulièrement se retourne vers le spectateur et fait des commentaires sur ce qui va se passer. En tous les cas c'est fort sympathique. Le procédé cinématographique a un nom, mais il m'échappe, ça va me revenir. Voilà le personnage principal qui s'adresse face caméra au public. Alors, tout ça pour dire, on en était où, nous ? Ah oui, notre chère Hillary. Donc, notre chère Hillary, comment est-ce qu'elle a pu arriver à être aussi crainte ? Est-ce qu'elle a manigancé comme ça ? Est-ce qu'il y a des choses, des scandales qui ont éclaboussé vous avez des infos là-dessus ? Oui, il y a toute une... Foster, oui, voilà, oui, non, mais j'en rapporte une demi-douzaine, je vois, dans mon petit livre, qui est assez mince, et je les résume. Mais effectivement, jusqu'à l'affaire Monica Lewinsky, qui lui a sauvé la mise, parce que là, elle l'a exploité très intelligemment, elle laisse derrière elle une série de scandales tels que... Cadavres. Et de cadavres, plusieurs cadavres, tels qu'elle est réduite à inaugurer les chrysanthèmes pendant des années, et elle semble avoir perdu toute espèce d'avenir politique, jusqu'à ce que l'affaire Monica lui permette de jouer assez hypocritement le rôle de la femme outragée et de s'attirer déjà la sympathie des femmes qui sont là-bas comme ailleurs plus de la moitié du corps électoral. Alors vous m'incitiez même à évoquer l'affaire Whitewater. Alors c'est une affaire de spéculation immobilière qui est un peu compliquée pour moi, mais ceux que ça intéresse peuvent en trouver le détail sur 2 pages dans mon livre et sur un peu plus dans le livre de Barbara Olson, pour ceux qui lisent l'anglais. Donc,
il y a eu des spéculations et des manœuvres financières autour d'un projet immobilier en Arkansas, alors que William Clinton, excusez-moi, j'insiste pour l'appeler William, parce que moi je veux le contrarier, c'est lui qui a fait en sorte qu'on l'appelle Bill, parce qu'évidemment il préfère BC comme initiale plutôt que WC. Hein, mais moi je dis, il avait qu'à ne pas, ses parents avaient qu'à l'appeler autrement, ils l'ont appelé William et non pas Bill, et comme j'ai pas gardé les chèvres, ni les cochons, ni les oies avec lui, je l'appelle William Clinton WC. Hein, et bref. Donc, ils ont spéculé là-dessus. Alors, il faut savoir que dès l'époque où William Clinton est gouverneur de l'Arkansas, 2 millions d'habitants, les spéculations, les boursicotages, ça y va. Hillary Clinton, elle se fait nommer dans plusieurs conseils d'administration de très grosses sociétés, y compris une société française d'ailleurs. Et là, elle touche des jetons de présence pour $100,000 par an, 200 000, 300 000 $ par an, pour, par exemple, construire une façade écologique à un marchand de poulets, vous savez, les fameux poulets à l'eau de Javel américains, donc pour les présenter comme une entreprise, pour présenter le poulet à l'eau de Javel comme un produit écologique, elle touche 100 000 $ par an. Et donc, ils investissent un peu de ce pognon qui pleut, parce que William, de son côté, reçoit de l'argent, hein, pour un candidat de gauche au poste de gouverneur, c'est normal que les grosses entreprises l'arrosent de billets verts. Donc ils investissent dans cette Whitewater. Je crois que ça devait être une maison de retraite très luxueuse dans leur bled, donc en Arkansas. Et puis il y a eu des malversations. Et puis ils ont essayé de rattraper le coup avec un copain à eux qui avait une société d'épargne privé, bien entendu. Le gars a fini par mourir en prison de façon très suspecte. Enfin, ça, je vais pas plus loin parce que j'ai pas retenu ça très bien. Mais enfin, ceux que ça intéresse peuvent le retrouver. Whitewater, scandale. Quant à l'affaire Foster, alors Foster, là, c'est encore plus intéressant. C'est un proche, hein, c'était un proche de voilà, Marie. c'était carrément un ami d'enfance de William dans l'Arkansas, et puis ils se retrouvent, alors quand ils commencent leur montée politique dans l'Arkansas, donc Clinton est élu successivement attorney général et puis gouverneur, elle fait donc cette carrière politico-financière remarquable, et donc il lui donne un peu de travail, et il l'emmène avec eux à la Maison-Blanche, donc en 93, quand ils sont investis à la Maison-Blanche. Et Foster, donc évidemment, ami d'enfance, c'est un homme de confiance, et il gère tout un tas, toutes les affaires malodorantes. Il fait bientôt plusieurs voyages par mois en Suisse. Le reste... C'est pour prendre l'air suisse, parce qu'il est très très bon. Probablement. Ah ouais, et peut-être qu'il avait des difficultés respiratoires. Alors vous faites bien de remplir, parce que je n'en sais pas plus. Simplement, j'ai relevé le fait qu'il voyageait beaucoup en Suisse, et je suis obligé, que je n'en sachant pas plus, de laisser à nos auditeurs le soin de remplir la chose. Donc, il y a plusieurs scandales tout de suite, dès qu'au bout de 3 mois, la Maison-Blanche, il y a plusieurs scandales dont je vous épargne le détail. Il était chargé de ça. Et un beau jour, au bout d'1 an à peu près, il dit... je vous demande pardon. Il dit à sa secrétaire qu'il va déjeuner ou qu'il va faire un tour, et puis il ne revient jamais, et on retrouve son cadavre percé d'une balle de 38 Special Police dans un parc de Washington, D.C. Et l'affaire, là, et comme souvent aux États-Unis, ce qui est encore plus louche, ce sont les effets de l'enquête américaine, c'est-à-dire que l'arme est détruite avant d'avoir été expertisée. On sait qu'on a retrouvé des traces de sperme sur son caleçon, mais on en parle des années après. Ça arrive à tout le monde. Décidément, les affaires de traces de sperme avec les Clinton, c'est une habitude. Ouais, oui. Et oui. Donc, c'est retenu, la justice américaine retient l'hypothèse donc d'un suicide, mais disons, et même Barbara Olson d'ailleurs, qui est très hostile aux Clinton, pense que c'est un suicide. Ça reste un suicide extrêmement louche, extrêmement suspect pour un proche, un intime des Clinton. Et ça n'est pas le seul cadavre qu'ils ont laissé derrière eux.
Oui, mais alors dites donc, je pense à ça, moi, tant qu'on est dans les histoires de Calfouette, là. Comment elle s'est comportée, là, quand il y a eu l'affaire Monica? Et puis surtout, j'ai envie de savoir, quelle attitude, et cette attitude, était-elle la plus judicieuse, finalement? J'ai envie de dire, je réponds un peu à ma question, mais ouais, parce que derrière, ça lui a amené de la crédibilité, non? Je me trompe, messieurs? Ça lui a surtout apporté de la sympathie. Il faut savoir que, donc, en 98, quand l'affaire éclate, donc il me semble que c'est janvier 98, bon, peu importe si je me trompe, elle est déconsidérée, principalement, bon, par la série de scandales dont on vient d'évoquer deux en exemple, mais surtout par l'échec retentissant de son healthcare, de sa réforme de la sécurité sociale. Soit dit en passant, elle s'est vautrée avec cette réforme que Obama a réussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est la même, on parle bien de la même chose. C'est la même, donc elle a chargé, le contrat avec Obama comportait l'exécution de son projet, mais maintenant, évidemment, avec le recul, elle lui en veut. Donc je pense que les propos qu'on a rapportés tout à l'heure, Obama l'enfoiré, comme elle l'appelle maintenant, elle doit lui en vouloir d'avoir réussi une réforme que non seulement elle a manqué, mais qui l'ont envoyé inaugurer les chrysanthèmes pendant des années. Donc quand l'affaire Levinsky, alors je rappelle pour si un auditeur... Les plus jeunes. Voilà, les plus jeunes n'en avaient pas entendu parler, que donc en 98, le scandale éclate, une grosse secrétaire incompétente, stagiaire bénévole à la Maison-Blanche, aurait fait une gâterie dans le bureau ovale à Monsieur Clinton, et c'est un scandale, c'est un scandale incroyable. Alors, ce qui est drôle, c'est que, en réalité, Hillary d'abord va nier. Et là, elle a une de ses phrases les plus célèbres. It's a vast right-wing conspiracy. Je ne sais pas s'il faut traduire. C'est une vaste conspiration de droite. Elle commence par nier, frénétiquement. Et puis, elle va finir par... plus exactement, son mari va finir par être obligé d'avouer une relation inappropriée, comme ils disent là-bas, parce qu'il va être persécuté par le monsieur Kenneth Starr, si je me souviens bien de son nom. Il va finir par être obligé d'avouer. Et alors, à ce moment-là, Hillary, très intelligemment, très brillamment, va remonter la pente en jouant avec une hypocrisie absolument incroyable le personnage de la femme outragée, avec des majuscules, la femme bafouée, la femme outragée, comme on voudra. Alors que c'est du plus haut comique si on connaît un petit peu les dessous de l'histoire, puisque déjà à Yale, quand ils étaient étudiants, elle était associée politiquement et amicalement avec Clinton, mais évidemment, il allait coucher avec pratiquement tout le reste du campus, sauf elle. Et ensuite, avant de se décider à le rejoindre en Arkansas, elle envoie son frère et son père successivement faire une enquête, et elle découvre dès cette époque-là, c'est-à-dire le début des années 70, que il y a deux sortes de femmes autour de lui, des femmes des passades qui ne posent aucun problème, mais certaines qui sont susceptibles de s'incruster et de parler. Et son frère est déjà, et son père dégagent. À l'époque, il y a une fille dont le nom de code est College Girl. déjà, ça commençait à sentir le pourri presque aussi fort que chez Epstein. Donc, il y a une College Girl qui s'incruste, et ce sont les parents, le père et le frère de Hillary, qui la dégagent assez brutalement. Donc, ayant pesé le pour et le contre, elle décide quand même de s'associer à ce donjon, elle, la grande féministe. Et finalement, pendant toutes ces années, jusqu'à l'affaire Levinsky, elle finit d'ailleurs par déléguer à une dame qui est surnommée la mère supérieure à la Maison-Blanche de faire le tri des femmes autour de Hillary et d'écarter celles qui sont dangereuses. Alors ça n'empêche pas plusieurs scandales, Jennifer Flowers, l'autre là dont le nom m'échappe, qu'on a Paula cité, Jones, dont on a parlé Paula tout à l'heure. Jones, etc. Bon, il y a plusieurs scandales
mais ce sont des femmes assez fauchées qui peuvent pas se payer de très bons avocats. Et aux États-Unis, il n'y a pas d'aide juridictionnelle, donc elles n'ont pas de preuves non plus. Donc jusqu'à l'affaire Lewinsky, tout va bien. Et là, quand elle ne peut plus nier parce que son mari a avoué, donc elle joue le personnage de la femme outragée, et là, ça va marcher, parce que vous savez bien qu'il y a des gens qui attendent, il y a encore aujourd'hui des gens qui attendent les comédiens à la sortie des artistes pour leur foutre sur la gueule quand ils jouent le rôle d'un méchant. Et là, il y a beaucoup, la majorité des Américains, surtout des Américaines, y croient. Parce que tous les scandales ne sont pas venus à leurs oreilles, ou en tout cas, elle semble avoir supporté, quand ils sont au courant du scandale, ils s'imaginent qu'elle a supporté par dévouement marital, parce que c'est une bonne épouse, alors que tout simplement, elle a préservé son association politique. Avec Bill, il était entendu qu'elle aurait son tour, le tour qu'elle espère obtenir maintenant. Vous avez dit Bill. Oui, j'ai dit Bill, alors que il s'appelle William. Bill, c'est l'abréviation de William. Alors, si ses initiales, c'est WC, c'est pas de ma faute. Dans mon souvenir de jeune garçon à l'époque, en 98-99, j'avais 17-18 ans. Ce qui m'avait énormément frappé, c'est qu'à ce moment-là, Clinton, au moment donc de l'affaire Monica Lewinsky, Clinton lance l'opération Renard du désert en 98 sur l'Irak, si je me souviens bien. C'est une série de frappes qui vont avoir lieu, il me semble que c'est en 98, à Renard du désert, et surtout la guerre du Kosovo en 99, avec 79 jours de bombardement sur la Yougoslavie. En effet, et pendant sa campagne sénatoriale en 2000 à New York, Madame Clinton va s'entendre demander par des femmes démocrates dans plusieurs réunions, mais pourquoi et comment vous pouvez rester avec un mec pareil? Et sa réponse, ce sera, c'était pour le Kosovo. C'est pour le Kosovo que William devait avoir un harem à sa disposition et que sa femme tenait la clé et distribuait les serviettes éponges. Enfin, c'est vraiment à pisser de rire dès qu'on regarde un peu sérieusement. Il y a deux films d'ailleurs qui retracent très bien cette époque, cette période. C'est Wag the Dog, dont on a déjà parlé, je crois, à cette antenne, avec des hommes d'influence, donc avec Dustin Hoffman et De Niro. Et l'autre, Primary Colors, avec Travolta et Emma Thompson, je crois, si mon souvenir est exact, qui retrace très exactement cette affaire. Alors, il y a une deuxième grille de lecture possible sur l'affaire Monica Lewinsky, et elle est livrée par Gordon Thomas, qui est un spécialiste des services de renseignement britanniques et israéliens. Et dans son histoire secrète du Mossad, c'est un moyen de chantage. Voilà, Gordon Thomas estime qu'en fait, Lewinsky était une Saïane. Alors, à son insu ou pas, ça, dans mon souvenir, il n'est pas très précis sur ce point. Une quoi ? Une agent d'influence israélienne, si tu veux. Il n'est pas très précis sur ce point, mais en tout cas, Clinton aurait été mis au courant qu'au sein du département de la Défense, je crois, au Pentagone, un certain nombre d'agents israéliens en fait étaient montés à un très haut niveau, mais avaient été démasqués. Et en fait, pour le pousser à se taire, on lui a mis l'affaire Lewinsky dans les pattes. Bon, c'est une version. Hein. J'espère pour le Mossad qu'ils ont mieux comme agent que cette pauvre fille, parce que quand on examine son cas, c'est une véritable catastrophe. D'ailleurs, j'en ai fait un livre presque entier qui s'appelle Emotional and whatever. Attendez, est-ce que c'est là? Et d'ailleurs, il est dans le livre Hilary en français. Je l'ai publié en anglais. Où elle est ma bibliographie? Elle est au début du livre. Voilà. Emotional Girl. Enfin, j'en ai fait un roman rose. Un roman harlequin de l'affaire Lewinsky, parce que je me suis aperçu que c'est comme ça qu'elle l'avait vécu, ce redoutable agent du Mossad, c'est-à-dire qu'elle Peut-être pensait... à son insu, hein. C'est la théorie de Gordon Thomas, c'est pas très précis là-dessus. En gros, elle a peut-être été tout simplement utilisée, hein, pas plus. Enfin, pas utilisée, Maurice, manipulée d'abord. Manipulée, voilà. Attention, Maurice. Ouais, pardon. Mais elle ne voulait pas parler au début, pourtant, et il a fallu exercer des pressions. C'est la justice américaine qui a exercé sur elle des pressions considérables pour qu'elle parle, alors qu'elle n'avait pas grand-chose à raconter. Mais moi, ce qui m'a intéressé, ce dont j'ai fait un petit livre,
Oui, c'est dans Le Cauchemar américain que je l'ai publié en français, mais je lui ai trouvé un éditeur, ça devait pas être complètement idiot, mon idée, puisque j'ai trouvé un éditeur américain, c'est tout ce que j'ai publié aux États-Unis d'ailleurs. Donc, elle l'a vécu, cette affaire, comme un roman harlequin. C'est-à-dire que elle pensait que Clinton allait l'épouser. C'est ce que ce sagouin lui laissait entendre. Quand il lui faisait des confidences, c'était, bah oui, Hillary, c'est un convenience marriage, je suis déjà très seul, je serai complètement seul, et toi aussi, tu m'abandonneras pour un homme plus jeune et plus riche. Non, mon chéri, si je te faisais une petite gâterie maintenant, est-ce que tu te sentirais mieux? Oh oui, bon, si tiens, voilà comment ça se passait. Alors, vraiment, du fond du cœur, je souhaite au Mossad d'avoir quelques agents un peu plus brillants que ça. Elle a un esprit très revanchard et elle a beaucoup de ressentiment, cette femme, parce que certains de ses anciens amis ou des proches ou des soutiens qui lui ont préféré Obama en 2008, comme on dit vulgairement, elle leur a tenu un chien de sa chienne. Et un exemple qui était quand même assez frappant, c'était Ted Kennedy, parce que les Clinton l'avaient autrefois considéré comme véritable idole, et jusqu'à ce qu'ils finissent par se retourner contre eux, en fait. Et ils lui en ont toujours voulu. Un certain nombre de révélations ou d'affaires qui sont sorties sur Ted Kennedy, d'ailleurs, viendraient probablement du clan Clinton. C'est quelque chose qui se dit régulièrement. Une autre, alors apparemment, qui est rentrée dans le rang, désormais, j'ai fait une recherche là-dessus, parce que je me souviens à l'époque, ça m'avait marqué, c'était Claire McCaskill, voilà, qui était sénatrice du Missouri, donc qui avait soutenu Obama en 2008. Et il y avait David Axelrod aussi. Donc il y avait eu beaucoup de soucis après avec les Clinton. Alors Claire McCaskill, elle avait même expliqué qu'elle ne voudrait pas, je crois, laisser sa fille seule avec Clinton dans la pièce. La fille de 4 ans. Ça, c'était pas précisé. Et donc désormais, elle a fait comprendre à demi-mot qu'elle soutiendrait Hillary pour une campagne présidentielle en 2016, le cas échéant. Voilà. Donc en fait, ils ont un esprit très revanchard. Ils savent se faire craindre, et les gens qui les entourent, notamment au sein du Parti démocrate, comme le disait Patrick tout à l'heure, finissent par rentrer dans le rang au bout d'un moment. D'accord. Par contre, on n'a pas parlé de pognon, messieurs, là. Parce que tout ça, enfin, la politique, il y a toujours une histoire d'argent derrière. Parce que, alors, d'autant plus qu'aux États-Unis, on n'hésite pas, puisqu'on fait des gros chèques, on finance, tout est. Elle a ses conférences déjà, dont on parlait tout à l'heure. Alors, elle a ses conférences dont on parlait tout à l'heure, mais cela étant, quand on voit le coût d'une campagne électorale aux États-Unis, enfin même pas qu'aux États-Unis, parce que quand on voit ce que ça coûte en France, les millions d'euros qui sont nécessaires, entre guillemets, je mets vraiment ça entre guillemets, pour pouvoir permettre à un candidat d'arriver à la fonction présidentielle, ça interpelle quelque peu. Alors, ils ont de l'argent, monsieur et madame Clinton, ils en ont suffisamment. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure, on évoquait sa potentielle candidature à la fonction suprême. Elle a de l'argent, là, aujourd'hui, pour tenir cette campagne? Alors, inutile de vous dire que, je vous demande pardon, elle ne me rend pas de compte. Et donc, je suis obligé. Non, mais elle sera peut-être un jour obligée de le faire, hein, sait-on jamais. Mais on peut le présumer quand on voit la façon dont elle a travaillé, les revenus qui ont été les siens depuis une quarantaine d'années. Je citais tout à l'heure cette firme qui s'appelle Roselaw, je crois, en Arkansas, qui lui allongeait 100 000 dollars par an, sans compter les jetons de présence. Walmart, notamment. Voilà. Walmart. Voilà, notamment. Et puis, quand ils s'en vont de la Maison-Blanche, ils déménagent la moitié des meubles de l'État. Ah bon? Ah ouais. Non, mais ce sont vraiment des gens qui sont pas doués, dotés d'une très haute moralité. Alors, ça a créé un scandale, ils en ont rendu la moitié. Mais là-dessus, Hillary a ouvert une espèce de liste de mariage. Elle n'a pas une fondation. Elle a une fondation, oui. Oui, ils ont une fondation. Hein, la fondation Clinton. La fondation Clinton. Je crois que c'est pour sauver le monde de... comme la fondation Gates, c'est pareil. C'est pour des sauver philanthropes, le comme Soros. Du sida. Alors, sauver le monde du sida de la part de William Clinton, là, c'est quand même
Je ris, mais c'est nerveux. C'est qu'il y a quand même... Mais enfin, il y a beaucoup de gens, il y a une masse de gens, en particulier en Afrique, qui sont visés par cette fondation et qui sont perdus de reconnaissance envers ce bonhomme. Enfin, peut-être qu'il se fait payer, ça j'en sais rien, mais enfin, peut-être que sa propre fondation le paye pour ses conférences, en tout cas, lui, il paye ses déplacements, etc. Donc, ça fait des dizaines d'années qu'ils accumulent un fric incroyable, tout simplement parce qu'on leur en donne. Et là, on va encore leur en donner si elle se déclare, Madame Clinton, que ce soit au printemps où on était, on va lui donner encore des millions et des millions. Oui, un autre point, c'est que je parlais tout à l'heure qu'elle avait une soif de vengeance. Lors de la campagne primaire en 2008, en fait, elle a réussi à remporter plus de voix qu'Obama. Si on additionne les primaires et les caucus, elle obtient environ 18,2 millions de voix contre 18 millions à son adversaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas oublié. En plus, il y a eu des primaires qui ont été entachées d'irrégularités. Il y a eu des primaires extrêmement controversées, c'était notamment dans le Michigan et en Floride, et qui lui ont été extrêmement défavorables, alors que finalement... D'ailleurs, je crois que le Parti démocrate n'accordera qu'une demi-voix, en fait, aux délégués qui avaient été issus de ces deux primaires. Donc elle a estimé, sûrement à juste titre d'ailleurs, qu'elle avait été flouée, au moins dans ces deux primaires-là, qu'elle avait été volée, et elle lancera, enfin, pas elle directement évidemment, mais un certain nombre de ses partisans lanceront ce qu'ils vont appeler plus tard le PUMA, quelques semaines plus tard, Party Unity My Ass. Voilà, bon, j'ai pas besoin de traduire. Et donc, en fait, certains n'appelleront d'ailleurs pas à soutenir Obama face à McCain au moment de la présidentielle. Et on comprend qu'un certain nombre de ses partisans, notamment un certain nombre d'électeurs, ce qu'on appelle là-bas les Blue Dog Democrats, c'est ce qu'on pourrait appeler les démocrates fiscalement responsables, ou les démocrates conservateurs, si on voulait tenter cet oxymore. Un certain nombre d'entre eux voteront pour McCain d'ailleurs, pour se venger d'avoir estimé, en partie d'ailleurs à raison, avoir été volé par le corps du camp démocrate, par les grandes figures du camp démocrate pendant certaines primaires. Et elle a ça aussi en tête, hein, c'est ça qu'elle a à l'esprit, hein, ça elle l'a pas oublié, et elle veut reprendre sa revanche également là-dessus. Il faut savoir que Hillary Clinton, elle est extrêmement intelligente, mais elle n'est pas infaillible. Et donc, moi, la thèse que j'ai d'ailleurs développée également sur LCI en 2008, hein, et qui m'a valu l'acrimonie et les moqueries de ce monsieur Gaspy de la Sorbonne, c'était que elle était associée avec Obama pour livrer au large et naïf public un combat de catch bien truqué, mais que son calcul, il était le suivant, c'était qu'il était impossible quand même qu'aux États-Unis en 2008, un noir passe devant une blanche dans les primaires, et donc son projet, c'était que tout naturellement, il ait la politesse d'arriver derrière elle et de faire ce qu'ils appellent un ticket, c'est-à-dire qu'il soit candidat à la vice-présidence. Donc, à mon avis, elle est tombée, ça a peut-être été effectivement un petit peu truqué, mais à mon avis, elle n'a pas le monopole du trucage et du vol. Elle a dû truquer dans d'autres endroits. Donc, il y a eu meilleur... Comme entre Martine Aubry et Ségolène Royal, voilà. Au Congrès de Reims, c'est pareil, ou entre Copé et Fillon. Voilà. Tout le monde triche, il y en a un qui triche un peu mieux que l'autre, ou un peu plus. Enfin, qui se fait pas forcément gauler. Qui se fait pas forcément gauler, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que Obama, à sa grande surprise, et pas qu'à la sienne d'ailleurs, est arrivé devant, et que son plan, qui était de dire, alors maintenant, je suis candidate à la présidence et Obama et à la vice-présidence, et si vous votez pas pour nous, vous êtes premièrement misogyne, deuxièmement raciste, maintenant faites votre choix librement. Ce plan s'est effondré. Cependant, bon, elle a quand même été ministre des Affaires étrangères sous Obama, avec évidemment tout l'intérêt personnel que ça pouvait représenter. Est-ce que l'attentat de Benghazi va lui coûter très cher parce que les républicains lui... Alors, c'est quoi l'attentat de Benghazi, là? Rafraîchissez-nous la mémoire. Alors en fait, c'est un attentat qui a eu lieu donc à Benghazi en Libye, qui a touché le personnel diplomatique, dont
l'ambassadeur qui était, le nom m'échappe, je crois que c'est Stevens, c'est ça, je crois. J'ai oublié aussi. Je crois que c'est l'ambassadeur Mais Stevens. j'ai pas oublié qu'ils ont été massacrés Voilà, horriblement. Voilà, il y a perdu la vie. Et c'était suite, vous savez, à ce film qui était sorti sur YouTube, qui s'appelait, je crois, L'innocence des musulmans. Voilà, qui retraçait la vie du prophète. Et donc, ça avait donné lieu à tout un tas d'exactions dans le monde arabo-musulman, et dans une partie de l'Afrique, et notamment en Libye. Et le corps diplomatique américain avait été directement attaqué, dont l'ambassadeur. Et elle a été jugée responsable, notamment pour son manque de réactivité, l'impréparation. Elle était ministre de tutelle déjà Voilà, elle pour était commencer. ministre de tutelle, pour son manque de réactivité, son incapacité à anticiper, voilà. Donc elle avait été attaquée par tout ça. Et elle s'était très très mal défendue, et certains estiment que ça va être certainement un boulet qu'elle va traîner pendant la campagne présidentielle. C'est pas certain non plus, parce que avant de découvrir en l'an 2000, quand elle est candidate au Sénat pour New York, que New York est la première ville juive du monde, on l'a vu, et il y a des photos, et j'en ai ici, se rouler des palos avec sous Arafat, juste au moment où elle venait de déclarer, où donc cette dame Arafat venait de déclarer que les Juifs gazaient les femmes et les enfants palestiniens, donc devant 50 photographes et caméras, Madame Clinton lui saute au cou et lui roule une pelle. Bon, alors elle est revenue là-dessus, j'exagère un peu, hein, elle la bécote normalement, enfin pour une Américaine quoi. Et donc elle est revenue là-dessus, alors elle s'est aperçue, elle a découvert que c'était pas bon à New York, ce genre de truc, donc elle est revenue là-dessus, après avoir été boycottée, menacée de boycott par les Juifs de New York, pendant un bon moment. Donc elle a réussi à gommer ça, je vois pas comment elle pourrait... Je doute personnellement que l'affaire de Benghazi lui nuise beaucoup. Enfin, ça n'est qu'une hypothèse. D'accord. Chers auditeurs, de retour sur Méridien Zéro pour cette dernière partie de l'émission consacrée à cette chère Hillary Clinton, l'épouse du bien nommé William, j'ai bien dit William et non Bill Clinton. Faites alors, mieux et dites Hillary Rodham. Ouais, mais alors avec mon accent ouais, ça va pas être facile quand même. Hein. Alors pour vous le faire entrer dans la tête, je vais vous raconter une histoire qui date des débuts des années 90. Ils sont censés se balader en Arkansas, Hillary et William, et ils s'arrêtent pour prendre de l'essence. Il y a un pompiste tout édenté, tout cradoc, qui a dit « Hey Hillary, mais tu te souviens, on était au lycée ensemble et on est sortis 2 ou 3 fois. » « Ah oui, mais naturellement, je me souviens très bien, naturellement, votez pour moi, et voilà, et ils repartent. » Et William lui dit « Bah dis donc, t'as eu chaud, parce que si t'avais continué à sortir avec ce gars-là, tu ferais peut-être la pompiste maintenant. » Et elle lui dit « Non, pas du tout, c'est lui qui serait président. » Et il y a du vrai, parce qu'elle l'a beaucoup aidé, quoi. Et maintenant, il va peut-être lui rendre l'appareil avec le scandale Epstein qui va la couler, quoi. C'est bien possible. Oui, je voulais dire un mot, je fais un petit bond en arrière. On parle de politique étrangère tout à l'heure. On n'a pas évoqué ses relations avec la Russie, qui pourraient être détestables. Bon, elle a dit qu'elle a comparé Poutine à Hitler. Bon, évidemment, c'est une des grandes... Frappadingue, on va dire, voilà, c'est le meilleur mot, effectivement, de la politique expansionniste et belliciste américaine. C'est ce qu'on appelle là-bas les liberal hawks, les faucons. Alors, libéral, là-bas, n'a pas le même sens qu'ici. Hein, on peut le traduire par socialiste ou gauchiste, mais liberal hawks, voilà, il y a les neocons, les néoconservateurs qu'on trouve dans une frange du Parti républicain, et au sein du Parti démocrate, on a ce qu'on appelle les liberal hawks. Elle appartient plutôt au camp des liberal hawks. Mais la politique expansionniste et tout le discours autour de la nation indispensable, l'exceptionnalisme américain, le Manifest Destiny, même on peut remonter jusque-là, elle l'a totalement incorporé et intégré. Et donc elle est, si on la retrouve, finalement ça n'aura pas envié grand-chose à un discours d'une Sarah Palin sur la Russie, quoi. Donc la guerre froide, une nouvelle guerre froide qui s'accélérait, totalement plausible et potentielle avec elle.
D'ailleurs, son Excellence Vladimir Orlov, ambassadeur de Russie en France, il y a quelques semaines sur Europe 1, si je me souviens bien, a déclaré carrément que Moscou préférait un président républicain. Oui, ce qui est une constante d'ailleurs, souvent chez les Russes. Ils s'entendent mieux avec les républicains. Ouais. Hein. D'ailleurs, je me souviens de ce sondage. C'est difficile de s'entendre avec quelqu'un qui vous traite de Hitler avant tout débat. Avant tout débat, oui. Alors, dans mon souvenir, je crois, quand elle est arrivée à la tête du département d'État, ils avaient fait une espèce de mise en scène un peu grotesque avec Lavrov, je crois, qu'ils avaient appelé le reset, pour redémarrer, redéclencher à zéro les relations américano-russes, donc qui avaient pâti des années Bush-Cheney. Et bon, ça c'est déjà très largement passé. Puis bon, la crise ukrainienne est passée par là. Donc là, on est évidemment dans le délire le plus complet, et puis dans des propos de bout de feu et de semeurs de discorde à plein tube. Hein. Voilà. Et le courant, pardon, excusez-moi, le courant n'est jamais passé entre Obama et Poutine. Alors, pendant que Patrick Goffman Se remet s'étouffe, de sa tuberculose avancée. Et il tousse, Patrick, ce soir, il tousse. De mauvais signe. Oui, enfin bon, au moins vous serez passé une troisième fois sur MZ, et ça, Voilà. ça c'est beau. Non, je vous rassure, je viens de terminer ma grippe avec d'autant plus de délectation que j'ai été vacciné. Alors là, mais c'est ma pharmacienne qui était contente parce que elle m'avait vendu successivement le vaccin et puis les médicaments pour la grippe en se marrant, en me riant au nez ouvertement et en m'expliquant que la grippe avait muté et que donc je l'avais dans le dos et je devais donc payer les médicaments après avoir payé le vaccin. Sympa. Le cynisme des pharmaciennes. Il n'y a pas de petit profit, mon cher Patrick. Dites donc, messieurs, là, est-ce qu'on aurait une Hillary européenne ou une Hillary française? Bon, j'ai bien une petite idée. En même temps, vous l'évoquez aussi dans votre... À la fin de l'ouvrage, mais je vous laisse répondre à cette question, monsieur Goffman. À la fin de l'ouvrage, je touche. Alors, une Hillary française, ce serait beaucoup dire. Mais une pauvre andouille qui la singe, alors là, pas de problème. C'est-à-dire que on a eu droit, par exemple, à la grande admiration, au grand ébahissement de Mazarine Pinjot, vous savez, la bâtarde de Mitterrand. On a eu droit au débat participatif pour la campagne de Madame, comment faut-il l'appeler, oui, Royal ou Hollande, je ne sais pas trop. Donc, les trois quarts de sa campagne, c'était des débats participatifs. Et alors, Mazarine Pinjot se récrit d'admiration en disant « Ah oui, c'est quand même formidable l'importance qu'elle accorde à l'écoute des gens. » Et Ségolène elle-même présente ça comme son idée. Alors que il suffit de quelques minutes d'études de la vie politique américaine pour savoir que la tournée d'écoute depuis des décennies entières, c'est le b.a.-ba de la politique américaine. Elle s'est contentée, elle et son équipe, de packaging politique, d'imiter ce procédé. Parce qu'il faut savoir que la direction du Parti socialiste a été mise à l'écart de la campagne, étant juste autorisée à payer les frais, mais Ségolène, notre Hillary nationale, s'est enfermée avec une Nathalie Rastoin, PDG, je crois, de Gilvy, en tout cas d'une annexe. C'est le Hill & Knowlton. Voilà, de la local. même boîte qui possédait Hill & Knowlton, qui a vaseliné. Le fameux bobard des couveuses koweïtiennes. Voilà. Pour vaseliner la première agression contre l'Irak. Et donc, c'était de l'imitation pure et simple. Et faut-il croire, de la mauvaise imitation, puisqu'elle a perdu, des méthodes américaines, en particulier cette démagogie qui consiste à faire semblant d'écouter les gens râler et déverser leurs plaintes dans votre giron. Et donc la tournée d'écoute, voilà, c'est de l'imitation. Et elle avait le culot non seulement d'imiter platement, mais de présenter ça comme sa trouvaille, comme son invention. Et voilà, et ça n'est pas sorti, donc ça a été du packaging politique, et je trouve, moi, que le bon Dieu l'a puni d'être aussi bête. À la même époque, d'ailleurs, en 2007, on avait Nicolas Sarkozy, lui, qui était conseillé par le Boston Consulting Group. Et ça comment dirais-je,
son éminence grise, parce que bon, on avait pour les discours, on avait Buisson et Guénaud, et un autre qui était moins connu, qui était Bazière d'ailleurs, c'était tout le paradoxe de la campagne de Sarkozy en 2007, c'est qu'on avait donc pour les discours gaulo-barésiens, on avait Guénaud, et pour le discours pro-libéral, on avait Bazière. Et donc, comme l'un réécrivait le discours de l'autre, on arrivait à la fin d'un discours de Sarkozy à ne plus savoir où on en était. Mais bon, ça a marché. Hein. Et on avait donc, c'était Rastoin, donc vous me disiez du côté de Royal, et chez Sarko, c'était Emmanuel Mignon, si je me souviens bien, qui était une de ses proches, soupçonnée d'ailleurs d'être scientologue. Et c'est d'ailleurs elle-même qui aurait organisé la rencontre avec Tom Cruise à l'époque quand il était venu à Bercy. Ah, en effet, hein. Ouais. Ah bah bravo. Et sinon, vous en voyez une autre, Patrick, qui pourrait plus ou moins lui ressembler au niveau du parcours? Ah, sinon, sans être sur le parcours, je pensais à Anne Sinclair, moi, qui a quand même... oui, c'est vrai. parce que on parlait des aventures de calcifouette de monsieur William Clinton, mais on a quand même notre héros national en la matière, nous, notre cher Dominique Strauss-Kahn. Et j'ai envie de dire que... Enfin, je ferai en tous les cas un certain parallèle entre l'attitude de son épouse... sa compagne, son épouse d'ailleurs. C'était son épouse, oui. Ouais. Mais non, ça vous interpelle pas, ça C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de complaisance de part et d'autre, mais moi j'ai tendance à croire, sans avoir la moindre sympathie personnelle pour la dame qui se fait appeler Sinclair, je pense elle a sincèrement essayé de sauver son mariage, alors que c'était de l'hypocrisie pure et simple. Je veux dire, la querelle... comme la réconciliation chez Hillary Clinton était de l'hypocrisie et du calcul politique pur et simple. Alors je me trompe peut-être, parce que c'est vrai qu'il lui était difficile à Madame DSK de ne pas être au fait des fraudaines de son mari, même s'il était discret, même s'il avait un appartement spécial pour ça à Paris, ça devait quand même lui revenir. Alors, peut-être qu'elle était indifférente physiquement, sexuellement. Finalement, j'en sais rien. Mais bon, il y a pas besoin de tracer des parallèles transatlantiques pour trouver des femmes complaisantes. C'est vrai. Bon, en tous les cas, pour revenir à la question de départ sur avons-nous des européennes hilariennes ou des Hilary européennes, finalement, le monde politique extra-hexagonal, on n'en a pas, mon cher Maurice. C'est quand même un animal à part, Hillary Clinton, au sein de la classe politique occidentale. J'ai du mal à lui trouver vraiment une... Oui, le parallèle, ce sont les méthodes de il... packaging. Ça, c'est le mondialisme qui fait que les méthodes américaines sont réputées les plus puissantes, les plus efficaces, donc sont importées, y compris par des andouilles comme Ségolène et beaucoup d'autres en Europe, certainement. Mais du point de vue de la personnalité, non, elle est unique, et je dirais Dieu merci. C'est vrai qu'on n'a pas abordé d'autres affaires. Là, j'invite les auditeurs à faire preuve d'un peu de curiosité. Il y a notamment l'affaire Mark Rich aussi, qu'on n'a pas évoquée. Alors, si je me souviens bien, c'est une petite fripouille, une grande fripouille d'ailleurs, un très gros escroc, qui a bénéficié de la grâce présidentielle américaine, à la fin du second mandat Clinton, quelques heures avant seulement. Quelques heures avant quoi? Avant la fin de son avant mandat? La fin de la présidence Clinton, ouais, tout à fait, du second mandat. Et c'était quoi l'intérêt qu'il avait fait, ce monsieur? Alors, je ne connais pas le CV par cœur, je l'ai oublié, mais je sais qu'il était extrêmement chargé. Et c'est quelque chose donc, qui avait été rajouté au CV du clan Clinton à l'époque. Et... certainement une information qui ressortira. Je crois qu'il était à la tête de Glencore. Si je me souviens bien, même si on grattait un peu, en fait, on arrivait à son nom dans le naufrage de l'Erika. Voilà, c'était une grande fripouille du genre Madoff avant l'heure, quoi. Dans des domaines un peu différents. Costa Croisière est à majorité américaine, il me semble. Hein. Du point de vue des actions. Probable. Il me semble. Hein. Et si je me trompe, les auditeurs rectifieront d'eux-mêmes avec l'aide de Google. Google est ton ami.
Eh bien, écoutez, messieurs, merci. En tous les cas, nous arrivons au terme de cette émission. Quoi déjà? Eh oui. Ah si, on peut peut-être dire un Ah, mot. eh ben, chers auditeurs, finalement, non. Ah bon. Non, nous ne sommes pas au terme de cette émission. Maurice, à Pour vous. conclure, parce que bon, pour que le spectacle continue, il faut quand même un compétiteur. Ah. Et comme on le disait en début d'émission, le compétiteur le plus probable du côté des Républicains, c'est Jeb Bush. Donc il n'est pas impossible là non plus qu'on se tape un troisième Bush. Donc lui était Quelle boucherie! voilà, gouverneur de Floride. Oh là là. Donc celui-là même, dans cet état même dans lequel avait été entachée l'élection de 2000 entre Al Gore et son frangin, avec la Cour suprême donc, qui avait décidé finalement de donner la victoire à Bush fils. Je crois que c'était le Miami Herald, si je me souviens bien, qui avait poursuivi les investigations jusqu'à la fin et qui avait réussi à prouver qu'Al Gore avait bel et bien remporté la Floride. Donc voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et par les membres de sa famille. Donc il n'est pas impossible là non plus qu'on se tape une troisième fournée de Bush. Une troisième fournée de Bush, parce que là c'est exactement la même chose. Tout à l'heure je vous disais que les rivaux potentiels d'Hillary ne font pas le poids, et ben c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose dans le camp républicain. Là c'est pareil, il y a des gens qui sont quand même relativement intéressants pourtant. Il y a Rand Paul, qui est le fils de Ron Paul, donc qui est un libertarien bien connu. Son père était non-interventionniste. Et bon, alors la petite différence entre son père et lui, ce qui lui permettra peut-être d'avoir une chance minuscule, c'est que lui, il est toujours favorable à la présence, à une présence militaire américaine au-delà des frontières. Donc, ce qui était évidemment quelque chose qui était rédhibitoire pour une partie de l'establishment quand son père l'ouvrait là-dessus. Il y a un autre personnage qui a peut-être une chance aussi, c'est un personnage qui s'appelle Ted Cruz, qui est latino, qui est très apprécié du Tea Party. Ah oui. On en a un autre, Marco Rubio, alors lui il est cubain, enfin il est d'origine cubaine. Pareil, très apprécié du Tea Party, mais les intentions de vote pour lui sont très faibles. Il n'a pas pour l'instant l'aura d'un Jeb Bush. Il y a un autre, alors son nom m'échappe, mais je crois que c'est Scott Walker, je crois. Alors lui il a fait très fort, il s'est fâché avec tous les syndicats dans son état. Donc ça peut être un peu embêtant. Un bon départ. C'est un bon départ, hein, voilà. Qui a-t-il d'autre que j'oublie? Ça va me revenir. Ah oui, alors Mike Huckabee, donc c'était un candidat très conservateur qui avait été battu en 2008. Paul Ryan, donc je vous en parlais tout à l'heure, l'ancien colistier de Romney, qui n'avait pas vraiment marqué les esprits, qui est également dans la course. Et enfin Chris Christie, un personnage un peu truculent. Qui est un peu inclassable au sein du parti de l'éléphant, comme on dit là-bas. Mais enfin, vous voyez, tout ça, en fait, il y a peu de chances que, là aussi, Jeb Bush soit trop dérangé, quoi. Voilà, alors j'ai retrouvé un article, justement, qui était consacré à ces personnages-là. Aucun de ces messieurs ne dépasse aujourd'hui les 13% d'intention de vote aux primaires républicaines. Bon, vous voyez, Jeb Bush a un peu de soucis à se faire, et voilà, donc le nom c'était bien Scott Walker, le gouverneur du Wisconsin, peu connu encore, si ce n'est pour s'être mis à dos les syndicats. Voilà, donc apparemment peut-être le seul qui pourrait poser quelques soucis là aussi à Jeb Bush, c'est Rand Paul, mais la même chose, il n'a pas l'appareil. La seule différence avec son père, c'est que lui est toujours favorable, comme je vous disais, à une présence militaire américaine au-delà des frontières, et notamment au niveau des mers. Donc peut-être que ça lui permettra d'obtenir une partie de l'oligarchie, de mettre une partie de l'oligarchie derrière lui. Mais ça sera pas suffisant. Quand on peut en voir l'ensemble du paquet, pourquoi se contenter d'un tout petit peu? Donc Jeb Bush est parfait pour ça. Merci mon cher Maurice. Une dernière question avant de nous quitter. Mon cher Patrick, quelle est votre activité littéraire? Vous avez un projet de bouquin? Vous avez quelque chose sous la dent? Quelque chose qui sort? Oui, je suis passé au virtuel depuis 2 ou 3 ans et je vous remercie de l'occasion que vous me donnez d'attirer l'attention de nos éditeurs sur mon dernier titre qui est paru sur papier d'abord, Le trotskisme dégénéré aux éditions de Synthèse Nationale. Je viens de le balancer à 2 ou 3 euros.
sur Amazon, enfin Kindle Direct Publishing. J'ai également un roman virtuel qui est pas beaucoup plus cher. J'ai même un recueil de dessins humoristiques sur le golf qui a d'ailleurs qui est arrivé 9e des ventes en catégorie golf d'Amazon ces derniers jours. Alors, je m'attends à être riche, je devrais m'attendre à être riche, mais comme c'est déjà arrivé 4-5 fois et que j'ai pas vu un rond ou que j'ai vu 3-4 euros arriver, j'ai cessé de rêver. Mais enfin, les lecteurs qui seraient prêts à mettre 2 ou 3 euros dans le commerce pour lire le trotskisme dégénéré ou mon roman Une poupée gonflée, ou mon autre roman Dernier amour, il leur suffit d'aller sur Amazon.fr. Là, il y a une fenêtre d'enquête et ils tapent Patrick Goffman et toute la liste de mes titres avec les prix en face va apparaître. Merci de me donner l'occasion trop rare d'en parler. Mais c'est avec plaisir, mon cher Patrick. En tous les cas, merci messieurs pour cette émission. Je crois que j'ai déjà dit ça il y a quelques minutes, Maurice. Non, c'est sûr, c'est bon là. Merci.